Disons les choses avec monsieur Baïndé Silla. Comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? Ça va tranquille? Ah, merci d'être là. Merci d'être venu, mon ami. Ah, c'est moi. Mon ami, on s'est rencontrés à Longjumeau en 2018. En 2008, je veux dire, Ah, ouais, 2008. ouais, Voilà, avec monsieur Reda, qui travaillait à l'époque dans un des centres sociaux à l'époque, tu vois. c'est Et ça. moi, je vous ai connu en tant que danseur. Oui. Grand danseur. J'ai vu faire des trucs. Vous disiez déjà à l'époque, ah, mais maintenant on est des vieux. J'ai dit, mais quel vieux vous êtes? Ah, c'est un milieu, ça va vite. Hein. Ah non, non, moi j'ai vu des mecs en train de faire des mouvements. J'ai dit, mais vous êtes des jeunes, tu vois. Et du coup, tu as grandi à Longjumeau. Avant qu'on en vienne Ouais. à ton ouvrage Universal Legacy, moi j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton enfance et ton adolescence à Longjumeau. Une enfance assez classique, entre guillemets. Mhm. Et, une fratrie de quatre enfants Mhm. à Longjumeau avec des parents qui nous ont tout donné, qui nous ont tout apporté. Mhm. Et malgré ça, une petite période d'échec scolaire. Ça a été compliqué les premières années. Voilà, problème de confiance en soi, les choses classiques, quoi. Mhm. Avant de rebondir, de connaître un peu le mur et de rebondir, notamment grâce à la danse, qui m'a justement amené cette confiance qui manquait. Et de là, avec le frère Reda, on a construit un peu notre histoire, notre chemin. Ah oui, oui, oui. On a pas mal dansé, bougé, une petite ouverture quand même sur le monde, déjà sur le pays. On sort du quartier, Mhm. on va s'entraîner à Châtelet à l'époque, Mhm. Place Carrée, tout ça, les endroits mythiques. Mhm. Et, et suite à cela, quand même les études qui continuent, qui se forment, on va dire, puisque même si ça a commencé avec des difficultés, ça a changé à partir du lycée. Donc les diplômes arrivent, on passe le bac, on va à la fac, on fait des choses qui nous plaisent. Mhm. Et à côté de ça, en parallèle, on se construit aussi avec la transmission. Nous, on a eu des animateurs qui nous ont transmis l'amour de la danse. On a retransmis aussi cet amour-là. Donc, pas mal côtoyer les enfants, les jeunes, leur inculquer les valeurs et les mouvements. Mhm. Des vraies choses, en fait, qui font grandir, qui donnent la maturité et qui amènent justement après, en définitive, à devenir éducateur, tout en poursuivant ses passions à côté, quoi. Mhm. Et du coup, comment es-tu passé de la danse à l'écriture? Parce que moi, je t'ai connu danseur, je t'ai connu flamboyant, tu vois, le chevalier du cygne, le chevalier du zodiaque. Et Disons l'écriture, c'est pas une chose à laquelle je me destinais, Mhm. mais voilà, j'ai toujours eu, on va dire, un peu d'imagination, des choses que j'aimais transmettre ou que je voulais transmettre. Et, même si au début on n'a pas assez confiance en soi en se disant ouais non mais si je fais ça, on va se dire ouais, il est ouf lui, c'est pas possible. Mais lorsque je suis arrivé à la fac, j'ai fait des études de cinéma et ces études-là m'ont vraiment en fait fait comprendre que je pouvais. Mhm. Une chose qui était difficile avant. Je peux le faire. Et même si je me dirigeais à la base sur des écritures de scénarios, Mhm. le livre en question, et à la base, a commencé justement dans une forme, c'était un scénario, c'était pas un roman. Et on va dire que les scénarios ont une forme ou une façon d'écrire qui ne me conviennent pas. Moi, j'ai Mhm. envie de dire ce que j'ai, vraiment ce que j'ai dans le fond, en fait, et de mettre la forme que j'ai envie. Le scénario, voilà, on livre quelque chose, mais après, c'est aussi au réalisateur, au metteur en scène de mettre les choses en forme. Moi, j'avais envie de mettre les choses en forme un peu comme je voulais, et Mhm. on est passé du scénario au roman. Ça a pris son temps, hein, c'était Mhm. pas vraiment c'était vraiment bien avancé en tant que scénario. Il y a eu tout un travail de réécriture.
Et aussi avec les aléas de la vie en même temps, hein. Donc je me suis marié aussi, Ah oui, j'ai eu les enfants, donc on prend du temps. je t'ai laissé, tu étais seul. Ouais. Et puis je vois des grands garçons qui Je sont crois qu'on s'est là. connus même un peu plus tôt que 2008. Hein. Je crois que ça devait être 2007, 2006. Ouais, même, ouais, hein. c'est ça même. Ça devait être avant même, tu vois. Ouais, Ça devait être avant. Parce ouais. que, tu vois, Et voilà quoi. maintenant, je vois des enfants qui ont ta taille et tout. Je dis, oh, donc en fait, moi, je te laisse. 10 ans, tu as le temps de faire 3 enfants. Magnifique. Monsieur est productif. Ah, tranquille. Hein, pas autant que nos papas maliens sénégalais. Qui en 10 ans, ils t'en ont fait 8. Ouais, t'en as fait 8. Il n'y a pas le temps. Voilà, ils sont comme Non, ça. Quoi. D'où Universal Legacy, partie 1, l'Union mondiale. Ouais. Voilà, vite fait pour t'introduire, Raïm est le fils de Virgil Slane, le héros planétaire qui, au prix de sa vie, referma la porte des enfers le 15 octobre 2020. Dis-moi en plus, mon ami, dis-nous en plus. On va repartir sur le prologue. Prologue du livre qui se passe, qui commence le prologue part sur 2020 où là on est en train de vivre un petit peu ce qu'on vit en ce moment, donc entre problèmes écologiques, épidémiques, guerre, système économique en berne où on pense avant tout à soi et absolument pas aux autres. Et tout ça mené par une organisation, on va dire, qui profite de tout ça, politiquement et autres, pour nous amener justement vers nos pires travers. Et ces pires travers, comme une nouvelle épreuve qui nous arrive, c'est l'ouverture des enfers. Lorsque cette porte s'ouvre, et voilà, il y a un certain nombre de morts. Il y a au final 2,5 milliards d'êtres humains qui disparaissent. Et un homme connu de personne, mais à part dans un petit microcosme, parvient à la fermer. De là, il y a un vrai changement qui s'opère, une prise de conscience un petit peu et une unification de la planète, en se disant qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à s'autodétruire. Et donc un vrai changement économique, un vrai changement de mentalité. Il n'y a plus qu'un sixième de la planète, en 4 ans, il n'y a plus qu'un sixième de la planète qui est encore sous le seuil de pauvreté, comme on dit. Et à ça, on crée un gouvernement mondial qui est censé justement pérenniser cette stabilité et cette nouvelle paix retrouvée. En parallèle, il y a aussi une prise de conscience sur ce qui pourrait être un monde maléfique, puisqu'il y a l'ouverture des enfers quand même qui arrive, et créer une sorte d'académie, d'école qui va regrouper 5 jeunes, 5-6 jeunes, dont le but est justement d'empêcher que ces entités se jouent de nous, nous remettre dans nos travers et qu'il y ait une nouvelle fois cette ouverture des enfers qui arrive. Quoi. Du coup, on sent tes inspirations. Hein. J'ai parlé des Chevaliers Zodiac tout à l'heure. Tu connais. Tu vois, mais on sent tes inspirations qui sont beaucoup japonaises, c'est-à-dire le monde nippon avec les mangas. On sent aussi des inspirations très comics. Oui. DC Comics, Marvel Comics. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as des influences précises par rapport à l'écriture de ton livre qui t'ont inspiré? Je ne vais pas dire que j'ai des influences précises, mais il y a un vrai melting pot de mes influences à l'intérieur, même en dehors de cet univers comics et autres. Il y a une notion politique sur la façon, la vision du monde. Et le livre s'ouvre en fait sur une maxime de Spinoza, qui est la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Et c'est une phrase qui résume assez bien dans son entièreté l'œuvre. En tout cas, le message que j'essaye d'y véhiculer, même s'il y a des choses fantastiques et des choses qui sont... voilà, on peut le prendre de façon imagée ou non. Les démons, leur existence, on peut y croire, ne pas y croire. Toujours est-il que ça reste nos démons
qui vont déterminer un peu nos choix, si on les domine, si on ne les domine pas. Et à partir de ces choix-là, comme on dit, un battement d'aile peut créer je ne sais quelle chose, mais en tout cas beaucoup de choses. Et c'est nos choix, ça part du principe de nos choix en fonction de notre passé, en fonction de ce qu'on vise, de notre présent, qui détermine notre vivre ensemble, la façon dont on vit ensemble communément sur cette planète. On est des dizaines, des centaines de peuples différents, mais tous confinés à un seul endroit au final. Exactement. Et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on peut avoir un peuple qui va en écraser un autre pour pouvoir y vivre, mais dans quelques années, ceux qui auront vécu la douleur voudront se venger. Donc voilà, une spirale qui n'a plus lieu d'être, quoi. Qui n'a pas lieu d'être. On sent à travers ton ouvrage une vision apocalyptique qui est propre aux influences dont on vient de parler tout à l'heure. On sait que les mangas comme les comics ont cette vision apocalyptique. Tu regardes les X-Men, c'est tout à fait apocalyptique. Marvel, pareil. Et il y a une équipe de super-héros qui arrive et qui tente de sauver le monde. Alors, tu vois. Cette histoire de super-héros, en réalité, c'est vraiment, on va dire, une excuse. C'est mes influences ou quoi, mais une excuse pour pouvoir mettre en avant que on peut avoir aussi le but de vouloir cette paix. On peut avoir vraiment le but intrinsèque de vouloir que les choses aillent bien, quoi, et qu'on vive dans un monde uni. D'ailleurs, le livre, on sent à l'intérieur une volonté de multiculturalisme. Même s'il y a un gouvernement mondial, il y a quand même des frontières. Il y a même un ministère pour le respect des cultures et des traditions. Donc il y a vraiment une vraie prise de conscience qui va, selon moi, en tout cas dans le bon sens. Le côté super-héros se justifie par le fait de combattre des entités maléfiques qui apparaissent, quoi. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment beaucoup d'images. C'est beaucoup d'images. Mais tu restes quand même ancré dans la réalité. Comparé à toutes les influences dont je viens de te parler, eux évitent d'être assez précis dans le fonctionnement des nations. Tu vois. Toi, tu es assez précis, c'est-à-dire tu es assez précis dans le fait où, dans cette vision un peu apocalyptique, il y a un gouvernement mondial. Puis j'ai l'impression aussi que tu fais passer des... Voilà, c'est comme si c'était ta vision de la vie romancée. Alors, c'est une vision post-apocalyptique, mais qui va partir vraiment sur une utopie. C'est vraiment ce qui se passe juste avant l'ouverture des enfers qui donne vraiment cette illusion d'apocalypse, quoi. Une fois que les enfers sont fermés, c'est tout l'inverse. On tombe dans l'utopie, dans le vrai monde de paix et autres. On peut même se poser la question, du coup, quel est l'intérêt d'avoir ces super-héros-là, puisqu'il n'y a plus de démons, enfin, il n'y a plus de démons. Les enfers sont fermés, la vision qu'on a un peu du monde est plutôt bonne, et il y a de moins en moins de pauvres en soi. Mais comme je disais précédemment, la paix n'est pas l'absence de guerre. Donc, s'il y a des démons, il y a aussi des douleurs. Et le livre, en fait, essaie de montrer comment, de ces douleurs-là, les démons s'en nourrissent pour justement les grossir, créer de la rancœur, de la rancune envers les autres, et nous mener justement à nous rediviser. Ce qui reste leur but avoué. On sent aussi, à travers cet ouvrage, une connotation religieuse. Tout à l'heure, tu ne l'as pas dit, mais tu as parlé d'ailes qui pouvaient se déployer et tout ravager d'un seul coup d'aile. Depuis tout à l'heure, tu parles de démons. C'est très connoté religieux. Il y a de la religion, mais de toutes les croyances. Il n'y a pas de religion, comment dire, il n'y a pas de religion pointée pour dire c'est celle-là la vraie, c'est celle-là la fausse, c'est ceci, c'est cela. Au contraire, on est riche des différences que l'on a. On peut avoir sa propre religion, mais ne pas renier l'autre parce qu'il en a une différente.
Je pars du principe que malgré les différences qu'il puisse y avoir entre les croyances, elles visent toutes au même but en réalité, qui est la paix. Elles visent toutes à vouloir donner une philosophie qui amène à un monde de paix. Donc du respect de l'autre. On parle beaucoup en ce moment, voilà, c'est l'islam qui est pas mal sous le feu, sous le feu en ce moment, mais quand on connaît l'islam, on sait qu'il a appris justement le respect des autres cultures. On n'a pas à imposer, on n'a pas à dire c'est ma religion la bonne, la vôtre ceci, cela. On n'a que l'exemple. Pour si on a vraiment cette volonté de vouloir prouver quelque chose, on n'a que l'exemple pour montrer quelle est sa religion, quoi. Mais en vérité, même toutes les influences dont je viens de te parler, dont on s'inspire tous, moi-même, j'ironise, mais je me prends vraiment pour un super-héros. J'ai une clique qu'on appelle la clique des Black justiciers, tu vois. Tu vois, on s'en est tous inspirés. Et en vérité, même toutes ces influences qu'on a, même ces films et ces ouvrages, ces livres, comics, tous se sont inspirés de la religion, en vérité. Oui. Tous ont une connotation religieuse. Tous. Les super-héros sont tous inspirés de grands personnages issus de récits religieux. C'est ça. Et moi, ce que j'adore, en fait, j'adore à la base tout ce qui est mythologie, alors, religion également, mais vraiment, là, par exemple, dans le livre, il y a une partie des super-héros qui s'inspire beaucoup de l'hindouisme. Donc, leurs personnages et leurs capacités sont directement liés aux divinités de l'hindouisme. Et tout ça à travers, en plus, le Muay Thai. Donc, d'ailleurs, le Muay Boran, c'est la version ancestrale du Muay Thai. Et qui, justement, est aussi un sport qui parle également de ces divinités-là. Il y a, pour passer directement à autre chose, il y a aussi des tueuses de démons qui ont cette ambivalence d'être à la fois croyantes chrétiennes et utiliser des caractéristiques propres aux sorcières, des ambivalences qu'on connaît dans beaucoup de religions. Exactement. Il y a des athées qui ont des capacités physiques innées et qui s'en servent. Et tout comme il y en a d'autres qui sont influencés justement par ce monde des ombres et qui en tirent leurs capacités pour vouloir mettre à profit pour les mettre à profit en tout cas de leur dessin. Mais en fait, tu as écrit un ouvrage, mais ton ouvrage est adaptable en film. En fait, c'est un scénario que tu as adapté en ouvrage, mais c'est un ouvrage aujourd'hui qui est adaptable en film. Avec tout ce que tu me décris, avec les détails. Alors, on me l'a beaucoup dit. On me l'a beaucoup dit sur les retours que j'ai pu avoir, qu'effectivement, on avait déjà que c'est très visuel. Donc, je pense que c'est lié directement à ma formation aussi. C'est très visuel et que effectivement ça se verrait facilement en film et autres. Qu'à cela ne tienne. On lance un appel. Universal Legacy. Franchement. Si ça intéresse, en tout cas, il n'y a pas de souci. Moi, la porte est ouverte. Exactement. Mais je pense que comme tout auteur, tu as mis du tien, c'est-à-dire une vision personnelle. Tu vois, quelle est ta part de vision personnelle dans ton bouquin? Après, peut-être que c'est un secret, peut-être que tu n'as pas envie de... Alors, justement. Parce que c'est une partie 1 et que ma vision personnelle, en tout cas, sera livrée à la fin du bouquin, à la fin de la partie 3. Okay. Là, parce qu'on m'a déjà aussi fait cette remarque de ah ouais, donc toi, tu es pour un gouvernement mondial. Mais j'ai pas dit ça, moi. J'ai écrit un livre, à l'intérieur, il y a un gouvernement mondial. Maintenant, il n'y aurait pas de péripéties ou autre si le gouvernement mondial avait cette évidence-là. Donc, c'est vraiment à la fin du 3e tome, où là, sincèrement, il y aura, je compte bien
poser, en tout cas, ma vision personnelle des choses. Comment dire, l'impact du Covid sur ton processus créatif. Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas si tu l'as écrit avant ou pendant le Covid, mais j'ai l'impression que comment dire, cette ouverture des portes des enfers, j'ai l'impression qu'on pourrait la comparer au Covid. Alors c'est bien que tu poses cette question parce que justement dans le livre, dans le prologue, il est dit qu'il y avait des problèmes épidémiques. Effectivement, j'ai pas commencé le livre dernièrement, donc ça ne parle pas directement du Covid, mais déjà à l'époque on parlait de la grippe aviaire et tout ce qui va avec. Et il y a une partie qui est très inspirée de tout ce qui est complotisme. Lorsque je dis qu'il y a une organisation qui tenait un peu les médias, les hommes politiques et autres, ça s'inspire un peu de ça. Et lorsqu'on essaie de mettre un petit peu le doigt sur la sphère complotiste et de voir ce qui peut s'y dire, on parle beaucoup d'épidémies, de choses qui servent après à mettre des puces aux gens ou quoi. Alors, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais effectivement, s'il faut voir un petit peu la façon dont je veux décrire moi les choses, c'est comme s'il s'agissait d'une énième plaie. Donc l'ouverture des enfers étant la plaie ultime et la somme de tout ce qu'on peut faire de négatif collectivement sur cette planète. Le Covid, après, de façon technique, lorsqu'il est arrivé, j'avais fini l'écriture déjà du livre. Ok. Donc sur ça, voilà, il y a eu, ça a plus été pendant la période de relecture et voilà, et la période d'édition. Donc sur ça encore, je m'en sors un petit peu. Mais oui, la référence à la porte des enfers le Covid-19 n'est pas à exclure de toute façon de la référence porte des enfers. C'est vraiment l'ouverture à tous les mots que l'on connaît, c'est l'aboutissement de tout le mal collectif que l'on peut se faire. Encore une fois, il y avait une volonté derrière. Ça, il va falloir lire le livre pour essayer de le comprendre. Mais il y avait une volonté derrière, la volonté surtout d'un homme à la tête de cette organisation qui normalement est jugé comme mort le jour de l'ouverture des enfers. Donc, ironie du sort. Hein. Il veut ouvrir les choses, c'est un peu Icare. Il se brûle un peu les ailes, mais va falloir lire pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Suspense, comme on dit, suspense. Ouais, il en faut. L'homme fort, Ouais. je te remercie, mais il faut que tu nous dises où peut-on retrouver ton livre, qui est celui-ci. Je le mets bien dans la caméra, afin que vous le voyez. Voilà, Universal Legacy, partie 1, l'Union mondiale. Alors, le livre est disponible sur toutes les librairies. Donc, que ce soit sur le site de la FNAC, Cultura, Amazon et d'autres encore. Il est en version livre broché, tout comme en version numérique pour les liseuses et autres. Et si je voulais un truc que j'avais oublié de dire, en fait, c'est que effectivement, on a parlé pas mal du prologue et de comment l'histoire s'introduisait avec ce passé. Mais c'est une histoire aussi qui se dirige pas mal sur un jeune qui s'appelle Rahim, qui est le fils de l'homme qui a fermé la porte des enfers, qui s'est sacrifié pour la porte des enfers. Et c'est un enfant qui est de 17 ans, qui est en dépression. Le livre, lorsque l'histoire commence, c'est l'anniversaire justement du sacrifice de son père. Le monde est heureux, on fête la paix, on fête tout. Et lui est un peu seul justement à déprimer et à en vouloir pas mal à son père, du fait de ne pas l'avoir connu comme il aurait voulu le connaître, du fait que tout le monde célèbre en fait en réalité la mort de son père. Donc c'est aussi un livre qui est axé sur ce jeune homme et sur son histoire personnelle. Ok, magnifique. Je vous invite à le lire, car très intéressant, Universal Legacy. L'homme fort, je te remercie. C'est moi, je te remercie. On se tient. Ouais, à bientôt.